6 milliards de livres. C'est la quantité de marcs de café que les États-Unis, à eux seuls, envoient chaque année dans les décharges. De quoi remplir un convoi de camions bennes s'étendant de New York à Los Angeles, puis revenir dans l'autre sens. La plupart de ce marc disparaît dans des sacs plastiques fermés, enfouis sous des couches d'ordures ménagères, se décomposant dans l'obscurité, sans air, où il ne sert absolument à rien. Ni au sol, ni au jardin, ni à la terre dont il provient au départ. Pendant ce temps, juste dehors, près de la porte de la cuisine, la terre du jardin reste compacte, appauvrie et silencieusement affamée, exactement du type de nutriments que ce marc jeté pourrait lui apporter. Voici ce dont presque personne ne parle. Lorsque le marc de café déjà utilisé entre en contact avec une terre de jardin vivante, il déclenche une réaction en chaîne si puissante qu'en seulement 30 jours, le sol subit une transformation biologique mesurable. Les bactéries changent. La structure physique du sol évolue. Les vers de terre migrent depuis les différentes zones du jardin. Et les plantes au-dessus commencent à produire des résultats qu'aucun sac d'engrais acheté en magasin n'a jamais vraiment réussi à égaler. Ce n'est pas une simple astuce de recyclage. Ce n'est pas un petit conseil écologique pour se donner bonne conscience. C'est un véritable événement biologique de 30 jours. Et il cache un retournement que la plupart des jardiniers, même les plus expérimentés, ceux qui ont des décennies de terre sous les ongles, ne voient jamais venir. Le grand mythe de l'acidité, et pourquoi même les jardiniers expérimentés se trompent. Demandez à n'importe quel jardinier expérimenté ce qu'il pense de l'utilisation du marc de café au jardin, et la réponse arrive presque immédiatement. C'est très acide, donc il faut l'utiliser seulement autour des plantes qui aiment l'acidité, comme les hortensias, les azalées et les myrtilles. Ce conseil a été transmis pendant des décennies par-dessus les clôtures des jardins, murmuré dans les jardineries, répété dans les magazines et les chroniques de jardinage pendant près d'un demi-siècle. Et à première vue, il semble parfaitement logique. Après tout, le café lui-même est acide. Beaucoup de personnes de plus de 50 ans ont même dû passer à des cafés plus doux, moins acides, simplement pour préserver leur estomac le matin. Donc, les résidus restés dans le filtre doivent être de petits concentrés d'acidité, n'est-ce pas? Cette supposition paraît solide, mais elle est complètement fausse. Voici la science qui change tout. Les composés acides présents dans les grains de café sont très solubles dans l'eau. Lorsque l'eau chaude traverse le café moulu pendant l'infusion, elle extrait presque toute l'acidité et l'emporte dans la tasse. Le café liquide dans la tasse est acide, oui, absolument. Mais le marc utilisé qui reste dans le filtre, lorsqu'on le teste avec un pH-mètre de sol standard, affiche généralement un pH d'environ 6,5 à 6,8. Pour comprendre, un pH de 7,0 est considéré comme parfaitement neutre, ni acide ni alcalin. Cela signifie que le marc de café utilisé est si proche de la neutralité que la différence est pratiquement insignifiante dans un vrai jardin. Il ne brûlera pas les plantes sensibles à l'acidité, il ne modifiera pas radicalement la chimie d'un bac potager ou d'une jardinière. Il ne transformera pas miraculeusement les fleurs d'hortensia du rose au bleu, peu importe le nombre de cuillères que vous mélangez autour des racines. Le sol vivant fonctionne lui-même comme un puissant système tampon naturel, qui s'ajuste en permanence pour résister aux changements chimiques brusques et maintenir un environnement stable et accueillant pour son immense communauté d'organismes. Ainsi, le conseil le plus répété au monde à propos du marc de café, celui que l'on transmet depuis des générations, repose en réalité sur une incompréhension fondamentale. Et cette incompréhension a empêché des millions de jardiniers amateurs d'utiliser un amendement gratuit, efficace et réellement puissant, qui se trouvait chaque matin sur le comptoir de leur cuisine, attendant simplement d'être mis au travail. Mais corriger le mythe de l'acidité n'est que la première scène d'une histoire beaucoup plus vaste. Le vrai drame commence au moment précis où le marc touche la terre. Et les 7 premiers jours sous la surface sont tout simplement une zone de guerre biologique. Le drame souterrain de 30 jours, une chronologie que personne ne vous a expliquée. Imaginez ceci. Une poignée de marcs de café sombres et humides est dispersée à la surface d'une plate-bande, puis légèrement incorporée dans le premier centimètre de terre. À l'œil humain,
rien ne se passe. Le jardin a exactement la même apparence. La terre semble exactement pareille. Mais sous la surface, invisible, silencieux, et déjà en pleine accélération, un compte à rebours vient de commencer. Et les événements qui vont se produire durant les 30 prochains jours vont modifier durablement la composition et la structure de cette terre. Le marc de café utilisé n'est pas un déchet vide. C'est une véritable charge nutritive. Les analyses en laboratoire placent régulièrement sa teneur en azote autour de 2% de son poids, ce qui est comparable à de nombreux fumiers animaux commerciaux. Il contient aussi des traces intéressantes de phosphore, de potassium, de magnésium et de cuivre. Mais contrairement aux engrais synthétiques vendus dans des bidons plastiques colorés en magasin, ceux qui bombardent les plantes avec un choc chimique massif avant d'être lessivés vers les rivières et les nappes phréatiques en quelques jours, le marc de café libère ses nutriments lentement, régulièrement et de manière entièrement organique. Le sol est nourri dans le temps. Et les cours d'eau restent propres. Du jour 1 au jour 7, c'est la phase d'invasion. Le marc de café arrive avec un rapport carbone/azote d'environ 20:1, une proportion que les microbiologistes considèrent comme presque idéale pour une colonisation microbienne rapide. En quelques heures seulement après le contact avec un sol humide, des milliards de bactéries et de champignons détectent cette nouvelle source de nourriture et commencent à se multiplier à une vitesse stupéfiante, presque explosive. Chaque centimètre carré de terre autour des particules de café devient une zone dense d'activité biologique intense. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant plus sombre. Le retournement que même les jardiniers expérimentés ne voient pas venir. Pour décomposer les protéines complexes et les composés organiques enfermés dans le marc de café, ces microbes en pleine multiplication ont besoin d'énergie supplémentaire. Et ils la prennent de force. Ils extraient l'azote disponible directement du sol environnant pour alimenter leur propre processus de digestion. Dans le monde de la science du sol, ce phénomène porte un nom, l'immobilisation de l'azote. Et pour le jardinier qui ne comprend pas ce qui se passe, les résultats visibles peuvent ressembler à un désastre. Entre le jour 7 et le jour 21, ce vol d'azote atteint son maximum. Les plantes qui poussent juste au-dessus de cette activité souterraine peuvent commencer à montrer des signes de stress. Les feuilles les plus anciennes prennent une légère teinte jaunâtre, car la plante redistribue ses réserves d'azote qui diminuent. La croissance ralentit. Le jardin paraît fatigué, terne, presque malade. Un jardinier qui ignore ce qui se passe sous la surface pourrait facilement paniquer, accuser le marc de café, l'arracher du sol et jurer de ne plus jamais l'utiliser. Ce serait la pire décision possible. Car la récompense n'est plus qu'à quelques jours. Vers le jour 25 à 30, le point culminant de cette saga souterraine arrive. L'immense population microbienne qui s'est nourrie du marc atteint son pic naturel, puis s'effondre. Des milliards de micro-organismes meurent et commencent à se décomposer. Lorsque leurs cellules se désagrègent, elles libèrent tout l'azote qu'elles avaient accumulé dans le sol. Mais voici le détail essentiel. Cet azote revient sous une forme différente. Il a été converti en molécules inorganiques, ammonium et nitrate, qui sont précisément les formes chimiques que les racines des plantes absorbent le plus efficacement. Le vol temporaire ne se termine pas simplement, il se termine par un dépôt. Et ce dépôt est nettement plus important que le solde initial. En même temps, quelque chose d'encore plus remarquable se produit dans la texture physique du sol. Pendant toute cette frénésie alimentaire, ces milliards de microbes actifs sécrètent des composés biologiques collants, connus des scientifiques sous le nom de substances polymériques extracellulaires. Imaginez cela comme une colle microscopique, des adhésifs naturels produits comme sous-produits de la digestion microbienne. Ces composés lient les particules de sol libres, poudreuses et déconnectées pour former des agrégats stables, résistants à l'eau. Une terre dure, compacte, apparemment sans vie, commence à s'assouplir et à respirer. Sa texture évolue peu à peu vers quelque chose de sombre, spongieux et joliment friable. Le type de sol qui retient l'humidité précieuse pendant une vague de chaleur brutale en juillet, tout en drainant proprement et rapidement lorsqu'un gros orage d'été arrive.
Toute cette transformation prend environ 30 jours du début à la fin. Le sol qui ressort de ce processus est structurellement, chimiquement et biologiquement différent de celui qui existait avant. Et tout cela n'a coûté qu'une poignée de marcs provenant de la cafetière du matin. Mais pendant que les bactéries mènent leur guerre de l'azote près de la surface, une autre migration plus silencieuse se déroule depuis plusieurs jours. Quelque chose traverse la terre depuis les 4 coins du jardin, attiré par la présence unmistakable du café. L'effet des vers de terre, les ingénieurs souterrains de la nature, arrivent. S'il existe une seule créature qui sépare une terre fatiguée, compacte et sans vie d'un sol de jardin riche, sombre et productif, le genre de sol qui pousse les voisins à s'arrêter pour poser des questions par-dessus la clôture, c'est bien le ver de terre. Et très peu de substances sur cette planète attirent les vers de terre avec autant de rapidité et d'intensité que le marc de café utilisé. Lombriques, vers rouges, vers de jardin communs de toutes sortes. Tous réagissent à la présence du marc de café dans le sol avec une urgence et une précision remarquables. Mais la raison n'est pas celle que la plupart des gens imaginent. Cela n'a rien à voir avec la caféine, rien à voir avec un stimulant chimique, rien à voir avec une attraction aromatique. La réponse est purement mécanique. Les vers de terre n'ont pas de dents. Pour traiter la matière organique qu'ils consomment, ils dépendent entièrement d'un organe musculaire puissant appelé gésier, le même type de chambre de broyage interne que les oiseaux utilisent pour écraser les graines. Ce gésier a besoin d'un apport constant de minuscules particules rugueuses et abrasives pour fonctionner correctement. Un grit capable de broyer physiquement la matière organique en une pâte digestible. La texture fine, légèrement granuleuse du marc de café usagé fournit exactement cette aide mécanique. Pour un ver de terre, le marc de café n'est pas vraiment un aliment au sens traditionnel. C'est l'outil digestif parfait. Quelques jours après l'arrivée du marc dans la terre, l'activité des vers de terre augmente de manière mesurable dans la zone traitée. Ils parcourent des distances surprenantes dans le sol, se dirigeant vers cette matière avec une efficacité biologique que les chercheurs cherchent encore à comprendre pleinement. En se nourrissant et en creusant, ils entraînent le marc de café profondément sous terre, créant un réseau croissant de petits tunnels. Ces tunnels deviennent des autoroutes pour l'oxygène et des canaux pour l'eau de pluie, permettant à ces deux ressources vitales d'atteindre les zones racinaires que la terre compacte étouffait lentement depuis des années, parfois même des décennies. Mais ce que les vers laissent derrière eux est probablement plus précieux que tout ce qu'ils consomment. Lorsque le marc de café traverse entièrement le système digestif d'un ver de terre, il se mélange aux enzymes naturelles de l'animal et aux minéraux absorbés dans son corps. Le déchet qui en résulte, appelé turricule de ver ou déjection de ver de terre, est l'un des amendements naturels les plus riches en nutriments qui existent. Et les analyses en laboratoire ont révélé un détail chimique surprenant. Les turricules produits à partir d'une alimentation fortement complétée en marc de café présentent un pH alcalin, allant de 8,5 à 9,0. Cette alcalinité contrebalance naturellement toute trace d'acidité résiduelle qui aurait pu rester dans le marc d'origine. Par la digestion seule, le ver de terre neutralise la chimie. Ainsi, le système se construit par couches successives. Le marc nourrit les bactéries et les champignons. Les microbes restructurent la texture physique du sol. Les vers de terre aèrent la terre, la fertilisent avec leurs turricules et rééquilibrent son pH vers une plage saine. Chaque organisme joue un rôle précis, irremplaçable, dans un processus biologique à plusieurs niveaux qu'aucun produit synthétique vendu en jardinerie n'a jamais réussi à reproduire. Jusqu'ici, tout ce que nous avons décrit semble encourageant. Une histoire de transformation silencieuse et puissante. Mais le chapitre suivant contient un avertissement sérieux. Et l'ignorer peut provoquer des dégâts réels et visibles dans un jardin. Le côté sombre de la torréfaction. Un avertissement que chaque jardinier doit entendre. Internet déborde d'articles enthousiastes, d'infographies Pinterest et de vidéos encourageant les jardiniers à disperser du marc de café sans limite sur chaque plate-bande, rangée de légumes et jardinières. Très peu de ces sources prennent le temps d'expliquer ce qui peut arriver lorsque le marc est appliqué de manière négligente, excessive
ou au mauvais endroit. Et ce qui arrive n'est pas anodin. Cela peut être réellement destructeur. Les caféiers n'ont pas développé la caféine pour rendre service aux humains fatigués. Ils l'ont élaborée au cours de millions d'années d'évolution patiente et implacable comme une arme chimique sophistiquée, destinée à éliminer la concurrence. En botanique, la caféine appartient à une catégorie de composés appelés substances allélopathiques. Un composé allélopathique est une substance qu'une plante produit spécifiquement pour empoisonner le sol autour d'elle, afin de freiner la germination des graines et de bloquer le développement racinaire des espèces concurrentes qui tentent de pousser à proximité. Dans la nature, cette guerre chimique invisible donne au caféier un avantage territorial décisif. Dans un jardin domestique, utilisée sans compréhension, elle peut devenir une vraie menace. Même après une infusion complète, une quantité significative de caféine reste piégée dans le marc utilisé. La quantité exacte dépend de la méthode de préparation. Le marc d'espresso, par exemple, a tendance à conserver beaucoup plus de caféine que celui d'un café-filtre classique. Mais le composé est bien présent, et il reste biologiquement actif. Si du marc frais, non composté, est répandu directement sur des graines de légumes fraîchement semées ou entassées autour de jeunes plants récemment repiqués, la caféine commence immédiatement à agir contre eux. Des recherches publiées ont montré que la caféine interfère avec la division cellulaire dans les extrémités des jeunes racines, exactement le tissu responsable de la capacité d'une jeune plante à s'ancrer dans le sol et à absorber l'eau et les nutriments. Le résultat ? Une croissance ralentie, des jeunes plants affaiblis, et, chez certaines espèces vulnérables, une croissance carrément fatale. Les graines de trèfle et de luzerne font partie des plus sensibles. Les jeunes plants de tomates et les semis de brocolis subissent également des ralentissements mesurables. Même certaines fleurs courantes du jardin peuvent avoir du mal lorsqu'elles sont exposées à des doses concentrées de marc frais non compostés. Et il existe un second danger, caché dans les propriétés physiques du marc de café, dont on parle encore moins. Les jardiniers commencent à appeler cela la croûte de la mort. Le marc de café est extraordinairement fin, bien plus fin que la plupart des jardiniers ne l'imaginent. Lorsqu'il est appliqué en couches épaisses, plus d'environ un demi-pouce, soit un peu plus d'1 centimètre, puis laissé exposer au soleil et à l'air à la surface du sol, sans être mélangé ni couvert, il sèche rapidement et se lie en une couche dense, presque semblable à du ciment. Cette croûte sèche devient hydrophobe, un terme scientifique qui signifie que la surface repousse activement l'eau au lieu de l'absorber. Quand la pluie tombe sur cette couche scellée, ou lorsqu'un jardinier arrose patiemment avec un tuyau ou un arrosoir, l'eau perle et glisse sur la surface sans pénétrer. Pas une seule goutte n'atteint la terre en dessous. Sous cette barrière invisible, les racines des plantes suffoquent lentement, se déshydratent et meurent de soif. Pendant ce temps, le jardinier au-dessus pense que le massif reçoit suffisamment d'eau. Le danger est réel, documenté et totalement évitable. Car la solution est simple. Les 3 règles d'or d'application, comment utiliser le marc de café sans risque. Des décennies de travail sur le compostage, de recherches agricoles et d'études scientifiques contrôlées ont permis de réduire les pratiques les plus sûres et les plus efficaces avec le marc de café à 3 méthodes éprouvées. Chacune élimine le risque lié à la caféine, empêche la formation de croûte et permet de profiter pleinement de la transformation du sol en 30 jours, sans dégâts secondaires. 1. Le remède par le compost. C'est la méthode la plus sûre disponible. Et c'est aussi celle qui produit régulièrement les meilleurs résultats à long terme. Le processus est d'une simplicité rafraîchissante. Prenez chaque jour le marc de café utilisé, filtre en papier inclus, car le filtre est de la cellulose pure, donc du carbone, et se décompose très bien dans n'importe quel compost. Puis, ajoutez-le à un bac ou un composteur actif. La règle la plus importante est le ratio. Le marc de café ne doit jamais représenter plus de 20% du volume total du compost. Considérez-le comme un apport vert, riche en azote, et équilibrez-le généreusement avec des matières brunes, riches en carbone. Feuilles mortes sèches, papier journal déchiqueté, carton déchiré,
ou paille. À l'intérieur du tas, la combinaison de chaleur interne soutenue et d'une activité microbienne très variée travaille pour dégrader et détruire complètement la caféine résiduelle sur une période de plusieurs semaines à plusieurs mois. Le produit final est un compost sombre, friable et riche en nutriments, qui peut être répandu librement sur n'importe quelle plate-bande. Fleurs, légumes, herbes aromatiques, plantes ornementales. Sans risque pour les graines, les jeunes plants ou les plantes déjà établies. 2. Gratter et protéger. Pour les jardiniers qui n'ont pas de composteur ou de tas de compost, l'application directe au sol reste tout à fait possible. Mais elle demande de la prudence, de la modération et une étape supplémentaire essentielle. Commencez par saupoudrer une couche fine et régulière de marc de café utilisée sur la surface du sol. Cette couche ne doit pas dépasser un quart de pouce d'épaisseur, soit environ l'épaisseur de 2 pièces empilées. Gardez le marc bien à distance des tiges, des zones racinaires des jeunes plants, des semis et de toute plante installée depuis moins d'1 mois. Ensuite, prenez un petit râteau à main ou un cultivateur et incorporez légèrement le marc dans le premier centimètre de terre, afin de le mélanger au sol au lieu de le laisser poser en surface. Enfin, et cette étape n'est pas négociable, couvrez toute la zone traitée avec une couche généreuse de paillis organiques grossiers. Les copeaux de bois d'élagage, la paille ou l'écorce de bois dur déchiquetée fonctionnent très bien. Cette couverture grossière et protectrice accomplit 3 choses à la fois. Elle empêche les fines particules de café de sécher et de former une croûte hydrophobe. Elle conserve l'humidité dans le sol. Et elle crée les conditions sombres, fraîches et protégées dont les vers de terre ont besoin pour remonter à la surface en sécurité et commencer à se nourrir. 3. Le thé de jardin. Lorsque des plantes bien établies et gourmandes ont besoin d'un coup de pouce nutritionnel rapide en pleine saison, une simple extraction liquide peut donner des résultats visibles en quelques jours. Pensez aux plants de tomates matures, courbés sous le poids des fruits qui mûrissent, aux poivrons qui lancent leur 2e ou 3e vague de fleurs, aux courges qui s'étalent vigoureusement à travers le potager. Placez 2 tasses de marc de café utilisées dans un seau standard de 5 gallons d'eau. Laissez le seau dehors, dans un endroit ombragé, toute la nuit. Au matin, l'eau aura pris une couleur ambrée profonde et riche, tandis que l'azote soluble, le potassium et les oligo-éléments se seront progressivement diffusés hors du marc. Filtrez le liquide ou versez-le simplement avec précaution autour de la base de chaque plante, en évitant le feuillage. Et voici une dernière découverte qui a surpris même des chercheurs horticoles expérimentés. Une solution de café très diluée, à environ 1 à 2% de concentration, autrement dit, le café le plus faible possible, est hautement toxique pour les limaces et les escargots. Versez une légère infusion de café sur la surface du sol et autour de la base des hostas, laitues, fraisiers et autres plantes vulnérables aux limaces peut soit repousser ces nuisibles, soit les tuer directement par empoisonnement de leur système nerveux à la caféine. Cela reste l'un des rares répulsifs anti-limaces réellement efficaces, entièrement sans produits chimiques de synthèse et confirmé par des tests scientifiques répétés. Un seul seau de marc utilisé. 2 usages puissants. 0 produits chimiques synthétiques. 3 méthodes. 3 niveaux d'effort et d'engagement. Chacune transforme de manière fiable ce que la cuisine jette en quelque chose dont le jardin a désespérément besoin. Les seules exigences sont un peu de patience et une main légère, mesurée. La transformation silencieuse. Chaque matin, dans les cuisines du pays, un petit filtre en papier rempli de marc sombre et humide est gratté, puis jeté à la poubelle sans qu'on y pense. Il ne pèse presque rien. Il ressemble à un déchet. Personne ne s'arrête pour imaginer ce qu'il pourrait devenir si on lui en donnait la chance. Mais 30 jours dans un sol vivant racontent une histoire complètement différente. Les bactéries s'éveillent. L'azote traverse un cycle de vol temporaire puis de retour généreux. La structure physique de la Terre s'assouplit, se relâche et se reconstruit. Les vers de terre arrivent, creusent profondément, se nourrissent régulièrement et laissent derrière eux des turicules plus riches que tout ce que l'argent peut acheter dans une jardinerie. Et au-dessus, le jardin commence à changer. Silencieusement, sans spectacle, sans annonce, de façon qui ne devienne vraiment visible qu'au fil d'une saison complète de croissance.
Toutes les transformations ne sont pas bruyantes. Certaines des plus puissantes se produisent sous terre, Dans un silence total, mesuré non pas en heures ou en jours, mais en saisons patientes et lentes. Une poignée de marcs de café dispersées aujourd'hui sur la terre devient un sol plus riche dans 30 jours, des racines plus fortes au milieu de l'été, et une récolte plus saine, plus lourde et plus abondante lorsque la première brise fraîche de l'automne arrive. Ce filtre posé en ce moment à côté de la cafetière n'est pas vide. Il est rempli de potentiel. 30 jours de puissance biologique silencieuse, n'attendant rien d'autre qu'une poignée de terre de jardin pour être libérée. Ne le jetez pas.